Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour cette nouvelle After Tech. Ce soir, un sujet qui intéresse beaucoup les startups de la Technopole, la levée de fonds. Donc voilà, on est très heureux ce soir d'accueillir Victor Chan de Capital Grand Est qui vient de Strasbourg. Il fait le déplacement spécialement ce soir pour faire cette conférence. Donc je l'en remercie. J'espère que ce sera instructif pour vous. Il va balayer un petit peu tout ce process de levée de fonds qui est un peu mystérieux. Il n'y a pas forcément d'école pour apprendre, et donc il va nous partager son expérience. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, il y aura un temps à la fin de sa présentation justement pour que vous puissiez vous poser vos questions. Donc voilà, je le remercie encore une fois de sa disponibilité. Rejoins-moi Victor. Et donc on va partir sur environ une quarantaine de minutes de présentation, 45 minutes, et puis ensuite on aura 15-20 minutes de questions-réponses si vous le souhaitez. Voilà, il y a la feuille d'émargement qui est juste ici, mais je crois que tout le monde a à peu près signé. Vous pourrez le faire en tout cas à la fin de la conférence s'il le faut. Victor, je te laisse la parole. Super. Merci à toi. Merci à vous d'être ici présents nombreux. Je vais vous donner quelques mots pour vous exposer un petit peu qui je suis et ma légitimité justement sur ce projet. Moi, depuis les dernières 10 années, j'ai dû occuper et porter 4 ou 5 casquettes différentes. J'ai été entrepreneur, j'ai cofondé 2 sociétés, j'ai eu l'occasion de travailler dans le secteur du conseil financier, notamment sur la transaction, c'est-à-dire la cession d'entreprise. Et également, j'ai été investisseur pour plusieurs fonds, précédemment M Capital Partners et aujourd'hui Capital Grand Est. Alors, mon objectif aujourd'hui, ça va être, comme tu l'as bien dit tout à l'heure Olivier, de vous exposer un petit peu quels sont nos réflexes, comment on réfléchit, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et finalement, comment vous allez pouvoir au mieux vous organiser pour réussir une levée de fonds, voire même vous dire que ça n'est pas pour vous. Parce qu'une levée de fonds, il ne faut pas l'oublier, c'est chronophage, c'est fastidieux, c'est long, et avec des taux de transformation assez faibles. On est aux alentours de 10 à 30%, et donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi quelque chose de fondamental, c'est qu'une levée de fonds, c'est aussi savoir partager la valeur avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous l'avez déjà fait avec vos premiers cofondateurs, mais vous allez devoir le faire avec un fonds. Si vous ne l'avez pas fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans ce dilemme. Ils veulent lever des fonds, mais ils ne sont pas prêts à partager du capital. C'est quelque chose qui est compliqué. En préambule, j'ai juste envie de vous dire que ça n'est pas une fin, lever des fonds. C'est un moyen de développer un projet qui va nécessiter de gros investissements, que ce soit pour la construction du produit ou tout simplement pour le go-to-market. Aujourd'hui, en France, on a quand même beaucoup de startups qui ont réussi sans lever de fonds. Je pense par exemple à Malou qui vient de lever 10 millions d'euros en seed, alors qu'ils avaient atteint, je pense, 2 millions d'ARR sans lever de fonds. Il y a par exemple Staycation, il y a Mime, il y a énormément d'entreprises. Donc, je commence juste par vous présenter l'entreprise pour laquelle je travaille, ça vous permettra de comprendre quelques concepts. Aujourd'hui, je travaille pour Capital Grand Est, qui est une société qui a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on gère 5 fonds différents. On a à peu près 180 millions d'actifs sous gestion. Et tout ça, ça représente à peu près 60 entreprises en portefeuille. On a encore les capacités d'investir dans une trentaine, quarantaine de sociétés. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, présent sur le Grand Est. Un point très important, c'est qu'un fonds a une thèse d'investissement. Et alors ça, c'est vraiment un des concepts clés à garder en tête. La thèse d'investissement, c'est combien je peux investir, donc mon ticket. Typiquement, nous, notre ticket, il va être entre 350 000 euros et 1 million d'euros. Ça va être une zone géographique donnée, par exemple le Grand Est. Ça va être également des secteurs. Ça peut être par exemple de la biotech, ça peut être de l'agriculture. Et nous, pour le coup, on est plutôt secteur agnostique. On investit à la fois dans la santé, dans le digital, mais aussi dans l'industrie. Quand on a dit tout ça, on se dit OK, le financement. Alors, dans le financement, on a plusieurs manières de financer une entreprise. Je vais commencer par celui qui est le plus obvious, mais toujours oublié. Alors d'abord, c'est l'activité.
C'est l'activité, c'est créer plus de chiffre d'affaires, c'est savoir contenir ses marges pour augmenter sa rentabilité. Mais aussi, il y a d'autres astuces. On peut jouer notamment sur ses conditions de vente. C'est-à-dire que je vais encaisser 100% d'une année à la signature d'un contrat. Ça va être, par exemple, payer mes factures à 60 jours et faire en sorte de les recevoir à 30 jours. Tout ça va déjà vous permettre, de par votre activité, de pouvoir vous financer. Ensuite, on part sur des financements externes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. En principe, vous aurez ce document. Dans les financements externes, vous avez bien sûr les emprunts bancaires, vous avez bien sûr les bourses French Tech et tous les dispositifs qui sont mis en place par la BPI. Maintenant, on monte sur quelque chose de beaucoup plus intéressant qui vont être les quasi-fonds propres et les fonds propres. Alors, les fonds propres, typiquement, lorsque vous avez incorporé votre société, vous avez apporté du capital. Votre capital, ainsi que les quasi-fonds propres, par exemple un compte courant d'associé, vont vous permettre d'avoir des ratios de solvabilité qui vont vous permettre, par exemple, de lever de la dette auprès d'une institution publique comme la BPI, ou tout simplement de la dette auprès de votre banquier. Est-ce que jusqu'à présent, c'est très clair? Ok. Alors, dans les fonds propres, il y a aussi la capacité à faire entrer d'autres types d'actionnaires. Alors, dans ces actionnaires, on a, par exemple, les Friends and Family. Lorsqu'on crée une start-up, c'est en général les premières personnes qui vont venir financer notre boîte. Ça va être un oncle industriel, un copain qui vous fait confiance. Ensuite, ça va être des business angels. Des business angels, typiquement une personne de la communauté, une personne de la région qui croit en votre projet, qui va porter entre 50 et 100 K. Et ensuite, lorsqu'on avance dans la taille de ticket, mais aussi dans la maturité, vous avez des acteurs comme notre boîte, Capital Grand S, qui va faire du capital risque, mais aussi du capital développement. C'est une typologie d'investissement qui, pour le coup, va être dilutive. Vous remarquez, vous avez différents outils que je vous ai listés sur la gauche. Certains sont dilutifs, certains sont non dilutifs. C'est très important de le comprendre. Si je prends une société aujourd'hui qui va lever de la dette, la contrepartie ne sera que le remboursement de votre principal avec des taux d'intérêt. Si maintenant vous levez de l'argent, non pas en dette, mais en capital, vous aviez un gâteau de 100 actions, vous aviez 100% des actions, demain vous levez, vous auriez 100 actions, par exemple, sur un gâteau de 130 actions. C'est ça la dilution, c'est-à-dire que vous allez perdre en quote-part du capital. Ce qui est important néanmoins, c'est de faire en sorte que le gâteau d'arrivée soit plus important que la taille du gâteau de départ. Un autre effet important dans les quasi-fonds propres et des fonds propres, c'est qu'ils vont vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un effet de levier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque j'apporte 1 euro en compte courant associé, lorsque j'apporte également 1 euro en levée de fonds, potentiellement, je vais pouvoir aller lever peut-être 4 euros en dette supplémentaire. Et finalement, ces 6 euros vont me permettre de financer ma croissance et mon produit. Alors, qui sont les fonds de private equity? Alors déjà, private equity, ça veut dire qu'on investit dans des sociétés privées non cotées, contrairement à la bourse. Alors, on a des définitions un petit peu barbares, mais grosso modo, considérez que c'est une grande poche dans laquelle vont investir collectivement un certain nombre d'actionnaires pour pouvoir investir dans une multitude de projets. C'est la définition d'un fonds. Un fonds, son objectif, sa mission, ça reste de réaliser des plus-values. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre parce que ça va aussi guider nos choix. Un fonds va également avoir une thèse d'investissement, ce que je disais tout à l'heure, et ça, c'est vraiment un des points clés pour vous lorsque vous cherchez des fonds, si un jour vous allez en chercher. C'est que si aujourd'hui, par exemple, vous êtes une boîte qui a développé une super solution d'agriculture, vous n'allez pas aller adresser un fonds qui ne fait que de la biotech. Vous allez perdre votre temps, il va perdre son temps, ça ne sert vraiment à rien. Et ce qui est important, c'est également de savoir, dans un fonds, on l'a vu tout à l'heure, en tout cas une société de gestion, Capital Grand S est une société de gestion, elle a 5 fonds différents. 5 fonds différents, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez 5 thèses d'investissement différentes. Voire même, vous allez avoir des équipes sur chacun des fonds. Donc potentiellement, si vous adressez à une personne et qu'elle ne peut rien faire, vous avez peut-être son collègue qui, lui, va pouvoir vous aider. Et ça, c'est important. Il faut se renseigner. Il faut aller sur les sites internet des fonds. En général, la thèse d'investissement est toujours explicitée.
Alors, il y a aussi un autre élément qui est important, c'est le règlement. Voilà, alors, bien sûr, on aimerait investir dans toutes les startups, parce qu'on tombe toujours sur des entrepreneurs fort sympathiques, sauf qu'on a un règlement, et on ne peut pas y déroger. Et le règlement, par exemple, moi, mon règlement, par exemple, me dit que je ne peux pas investir dans une société qui a réalisé, par exemple, un résultat net positif lors de la dernière année, ou une société qui a plus de 8 ans. Et ça, c'est important de le connaître. Ça peut faire partie aussi de la thèse d'investissement, mais chaque fonds va avoir une thèse différente et un règlement différent. Et c'est pour ça que dans le process de rencontre avec les fonds, vous avez différentes étapes. Vous avez notamment une étape de qualification qui va durer une dizaine, quinzaine de minutes, qui va permettre d'écrémer et de savoir si vous êtes dans la thèse d'investissement. Ok? C'est clair? Je parle un peu vite, hein. Alors, c'est un gros problème, ça dépend des fonds. Là, par exemple, nous, les fonds qu'on déploie, ce sont des fonds FAN 2, Fonds national d'amorçage, édité par la BPI, et c'est malheureusement le règlement que nous fixe la BPI, par exemple, sur cette typologie d'investissement. Si vous regardez sur nos autres fonds, là, effectivement, on peut investir, et je vais même vous dire, on n'investit que dans les sociétés qui ont une marge positive. L'objectif, finalement, d'investir dans ce genre de société avec ce règlement, c'est de faire en sorte que les fonds participent vraiment à l'émergence de nouveaux projets, des projets qui notamment ont besoin de fonds importants, de capitaux importants pour développer leurs produits. Je vous invite à discuter avec la BPI si vous voulez. Oui, mais moi je fais du capital risque. Je fais du capital risque. On va le voir aujourd'hui. On va le voir justement sur ces slides. Aujourd'hui, vous avez différentes classes d'investissement. Vous avez notamment ce qu'on appelle le venture capital, en anglais, désolé pour l'anglicisme, ou le capital risque en français. C'est que grosso modo, financer les sociétés en phase d'amorçage, construction d'un produit en phase de R&D, construction d'une première validation de marché. Et ensuite, effectivement, on a une grande phase qui va être le capital développement. On est plutôt sur la société industrielle, de la société qui génère de l'EBITDA ou de l'EBE positif, et qui là, pour le coup, est plutôt sur une phase d'expansion de marché, voire dans une phase d'acquisition d'autres entreprises. Alors, si vous regardez aujourd'hui en France, on a à peu près 400 sociétés de gestion et 54 qui font exclusivement ou partiellement de l'amorçage. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des startups qui lèvent des fonds. C'est effectivement 47% des opérations, mais ça correspond à 14% des fonds investis. Ça, il faut le comprendre. Alors, nous, pour le coup, chez Capital Grand Est, on fait à la fois du pré-seed, du seed, mais également du capital développement sur la société industrielle, de la métallurgie, etc. Alors, quand on est en phase d'amorçage, on a plusieurs types d'acteurs lorsqu'on veut lever des fonds. Alors, on a parlé tout à l'heure on a parlé des BA, on a parlé des Friends and Family. Vous avez les venture capitalistes nationaux, comme Elaya, comme Serena, comme Partech. Vous avez des VC régionaux, comme l'ILP en Lorraine. Vous avez Capital Grand Est dans le Grand Est. Mais vous avez aussi des clubs de BA, comme Yeast, comme Alsace Business Angel, des Family Office. Ce qui est important de comprendre dans tout cet écosystème, je vous ai d'ailleurs laissé une liste avec la liste des fonds, si vous voulez consulter, peut-être que ça pourra vous aider. Ce qui est important, c'est de comprendre vraiment la maturité d'investissement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est sur de la boîte mature, de la boîte en phase d'amorçage, en phase de pré-amorçage? Un BA, par exemple, va très rarement participer, entre guillemets, à une opération de capital développement ou à une série A. Il va plutôt se focaliser sur un seed ou sur un pré-seed. Les montants d'investissement vont être différents. Un BA va pouvoir investir, par exemple, 5 000 jusqu'à peut-être 150 000 euros sur les plus gros BA. Vous avez également un process décisionnel qui va être différent. Alors les fonds, bien sûr, on a des capacités d'investissement supérieures, mais on a aussi des process décisionnels qui vont prendre un peu plus de temps, du fait de déjà l'importance du ticket investi dans la société. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, on fait aussi le même travail qu'une start-up. On source des opportunités. Alors, comme vous allez chercher des nouveaux clients, on fait la même chose pour
à la fois trouver des nouvelles startups dans lesquelles investir, mais également des personnes qui vont investir dans nos fonds. On va analyser des opportunités, comme vous, lorsque vous qualifiez vos clients, on va accompagner les startups. Et ça, c'est vraiment une partie importante de notre métier. À partir du moment où vous avez investi dans une équipe, dans un projet, vous êtes lié comme dans un mariage. Alors un mariage avec CDD, certes, parce qu'à partir du moment où vous investissez dans une société, la date de votre sortie est déjà déterminée. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous savez que vous avez en général 4 à 7 ans pour maximiser la valeur de l'entreprise et l'aider à atteindre tous les jalons qu'elle s'est fixés. On fait énormément beaucoup de reporting à nos LP. Nos LP, ça va être grosso modo ceux qui nous ont confié l'argent. Nous, par exemple, chez Capital Grand Est, c'est la région et la BPI qui, à hauteur de 70%, nous ont financé. Et ensuite, on a effectivement la plupart des banques de la place, mais aussi des groupes industriels. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a des liquidités qui sont limitées, on a un temps qui est limité, alors un temps d'investissement, mais on a un temps dans une journée. Et donc à partir du moment où un investisseur décide d'avancer dans l'analyse de votre sujet, ça veut dire que déjà lui commence à avoir une conviction. Alors peut-être qu'elle va très vite s'arrêter, cette conviction, au fur et à mesure de l'analyse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'investisseur avec qui vous êtes en contact qui va prendre le dossier et ensuite aller le défendre devant son équipe, qui en général peut se constituer de 5 à 10 personnes entre les différents comités. Donc ça, il faut le comprendre. De temps en temps, ça nous arrive, nous aussi, en tant qu'investisseurs, de dire, après 1 mois, 2 mois d'analyse, je suis désolé, on ne va pas pouvoir avancer sur le sujet. Alors ça ne veut pas dire que votre boîte est mauvaise, alors, ça veut juste dire que la collectivité des personnes présentes a considéré que c'était une mauvaise opportunité. Alors, on a un process d'investissement un peu comme un process commercial en différentes étapes. Alors nous, j'essaie de les définir en à peu près 9 étapes. Vous avez bien sûr la prise de contact. Ça va être par exemple lors d'un événement comme celui-ci. Ça va être lors d'un mail envoyé en outbound. C'est-à-dire que je vous ai identifié par exemple sur un média. J'ai vu que vous faisiez des trucs sympathiques. Je vous envoie un email. Voilà, première prise de contact. Ensuite, je vais vouloir qualifier. Est-ce que finalement, vous tombez dans ma thèse d'investissement? On l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes dans le Grand Est? Est-ce que vous générez moins de 504 chiffres d'affaires, etc. Si on décide d'aller plus loin, effectivement, là, on va partir sur un premier pitch. Un premier pitch qui va durer 1h30. On va essayer de descendre un maximum d'informations. Alors, bien sûr, apprendre à vous connaître, mais aussi comprendre la vision, comprendre le pain. Quel est le pain que vous cherchez à résoudre? Et en quoi, finalement, la solution apportée est crédible sur un marché profond et prêt à payer d'ailleurs. Suite à ces premières phases, on part sur un comité, ce qu'on appelle nous un comité de mise à l'étude, c'est-à-dire qu'on va effectivement formaliser dans un document l'opportunité en décrivant un maximum de points et on va la présenter devant effectivement nos 5-10 associés qui vont collectivement dire « Ok, on décide d'allouer plus de temps ou non au dossier ». Si c'est un go, à ce moment-là, on part sur des analyses plus approfondies, plus ce qu'on appelle une LOI, une lettre d'intention, ce que beaucoup appellent aussi une term sheet, qui est en gros un document qui va régir les grandes conditions de la future offre qui sera faite et du futur pacte d'actionnaires. Ensuite, on a le comité d'investissement. Alors nous, pour le coup, on va avoir, en plus des membres du directoire, nos LP, c'est-à-dire les personnes qui nous ont financé, la BPI, les quelques banques qui ont également souscrit à nos fonds. Et ça reste une décision collégiale, même si finalement notre persuasion va être aussi très, très importante. À un moment donné, si on n'y croit pas, on ne va pas le présenter parce qu'on sait très bien que le sujet ne passera pas. Ok, tout ça pour dire que c'est vraiment une relation très intuitive par Séné. On a besoin de croire dans le projet avant tout pour pouvoir le transmettre aux autres. Ensuite, s'ensuit une période de validation des audits typiquement comme KPMG peut le faire. Ça peut être également des audits légaux faits par des avocats. Et ensuite, la négociation juridique, négociation du pacte d'actionnaires et des clauses importantes. Alors, clause de sortie préférentielle, par exemple, clause de ratchet, clause de droit de suite ou autre.
Mais ça, vous serez amené à vous renseigner là-dessus. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous partez dans un processus de levée de fonds, entourez-vous bien de très bons conseils. Et j'entends par très bons conseils, au-delà des compétences, un bon conseil pour moi, c'est quelqu'un qui va être facilitateur et qui va faire en sorte que le deal se fait, même si on a des points de blocage, même si on a des points de désaccord, notamment sur le juridique. Mais parce qu'à la fin de la journée, ce qui importe, c'est qu'il y a un deal, tout en restant protégé, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, je vous invite souvent, une question qui peut être intéressante, bien sûr, tous les avocats savent rédiger un pacte d'actionnaire. Ce qui est important pour vous, si vous êtes dans cette situation, demandez bien combien de startups ont levé avec cet avocat. Ça vous permettra vraiment de comprendre à quel point vous êtes face à un professionnel. J'ai dit, c'est un process long. En moyenne, c'est 10 mois dans le Grand Est. 10 mois pour lever des fonds. On a des taux de transformation assez faibles dans cette industrie, on de l'ordre de 0 à 3, voire 6% en fonction des acteurs. C'est-à-dire que pour 100 contacts, 100 dossiers analysés, je vais potentiellement investir dans 3 à 6 dossiers sur l'année. C'est effectivement, il y a un écrémage très important dans toutes ces étapes jusqu'au closing. Alors, ce qu'il faut attendre d'un VC. Alors, bien sûr, c'est son investissement financier. C'est pour ça que vous êtes là. Mais bon, ça, c'est la première étage de la fusée. C'est très limitant. Les questions suivantes, ça va être, est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Qu'est-ce qu'elle va apporter en plus? Est-ce qu'elle a du réseau? Est-ce qu'elle a des insights qu'elle va pouvoir m'apporter? Est-ce qu'elle a les capacités de réinvestissement? Ce qui est important lorsqu'une personne est actionnaire de votre société. Le fait qu'elle puisse réinvestir est également une marque de confiance réaccordée à la société. De nouvelles noces, si vous voulez. Mais il y a également des devoirs d'actionnaire. Est-ce qu'on respecte bien la gouvernance? Est-ce que je suis face à une personne qui ne va pas essayer de prendre une place opérationnelle? Vous voyez, notre objectif, nous, lorsqu'on investit, c'est également, alors bien sûr, on le verra tout à l'heure, mais c'est mettre en place une gouvernance avec des organes de gouvernance, par exemple un comité stratégique un comité stratégique qui régira un certain nombre de points structurants pour la société. Je vois qu'il reste 25 minutes, donc j'avance. Alors, les points. J'essaie de vous les lister, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais vous donner les 3 principaux et je vais développer très rapidement. Le premier, ça va être l'équipe. Cette équipe, ça va être, est-ce qu'on a une complémentarité dans l'équipe? Est-ce qu'on est face à un seul membre d'une équipe porteur de projet ou plusieurs? Pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important. Déjà de une, si vous êtes seul, ça pourrait laisser entendre que vous n'êtes pas prêt à partager de la valeur ou du capital. Ce qui est un peu compliqué pour nous parce que nous, justement, on vous demande de partager les 2 points cités précédemment. Deuxièmement, lorsque vous partez en levée de fonds, il y a un défocus énorme. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, 10 mois, vous allez faire rendez-vous sur rendez-vous. Devoir fournir de la documentation à créer, par exemple des analyses sur vos données, sur vos métriques, sur vos KPI. C'est-à-dire que vous n'allez plus être là au quotidien. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui va tenir la baraque. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher chez un entrepreneur? On va rechercher également la résilience. Pourquoi? Une société en phase de pré-seed, seed, elle va certainement changer 5, 7 fois de business model, de go-to-market ou autre. Potentiellement, elle va être face au Covid. Et on a besoin d'entrepreneurs qui vont être capables de faire face à ces situations. Et la dernière, c'est effectivement, est-ce que c'est une équipe avec qui j'ai envie de bosser? Effectivement, je me lie pendant 5 ans à 7 ans. Est-ce que j'ai envie de bosser avec cette équipe? Et ça, c'est vraiment capital. Deuxième, ça va être le marché. Est-ce qu'on est sur un marché profond et de payeurs? On a tous en tête des startups superbes, incroyables, mais personne qui est prêt à payer. Et à un moment donné, vous l'avez compris avec notre business model, on a besoin de, entre guillemets, créer de la valeur aussi via notre investissement. Donc il faut qu'il y ait un marché énorme. Et puis le dernier, la conviction. Sans conviction, on n'a rien. Voilà.
Alors, la conviction, c'est aussi une donnée finalement qualitative qui va peut-être synthétiser l'ensemble des éléments que vous pouvez voir sur ces slides. Il y a un point qui est important également, tous les points sont importants, hein, mais par exemple, la cap table en général, qui est grosso modo le registre des actionnaires, c'est un point d'analyse qui est important. Quel est l'équilibre entre des business angels et des entrepreneurs? Par exemple, je me suis retrouvé dans des situations où je n'ai pas investi parce que l'entrepreneur avait 30% du capital et des business angels avaient 70%. Mais ça veut dire que j'investis sur les business angels? Non. Donc j'ai besoin d'investir sur une équipe qui est prépondérante pour qu'il y ait à la fin, il y ait également un alignement d'intérêts. Alors, j'ai fait un petit point sur la valo, parce que malheureusement, c'est un point de focus qui, à mon sens, est important, mais qui n'a pas lieu d'être. Tout le temps, les startups disent « Ok, mais moi, je veux lever sur tel valo, etc. » Oui, d'accord, c'est très bien. Mais en fait, la valo, vous n'avez pas vu les lettres d'intention, les pactes d'actionnaires. Qu'est-ce qu'il y a comme équilibre? On est sur quelle modalité de rétrocession des plus-values à la fin? Est-ce que, par exemple, on va redistribuer au pourcentage de détention de capital, ou est-ce qu'on va redistribuer où quelqu'un va se servir 3 ou 4 fois avant que le reste soit partagé aux autres? Quelle clause on a dans le pacte d'actionnaires? Alors, c'est vrai que c'est important, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de startups qui, bien sûr, annoncent des montants de levée incroyables, et qui, parfois des centaines de millions d'euros, et qui finalement ensuite repartent avec rien du tout. Parce qu'effectivement, ils ont levé sur une très grosse valorisation, mais finalement les clauses qui ont été mises dans le pacte, et en général la non-réalisation de certains objectifs de chiffre d'affaires ou autres, lors de la session, les entrepreneurs se sont retrouvés avec rien. Donc ça n'est pas que la valo. Alors je vous ai donné un petit exemple. Aujourd'hui, la source est Avolta Partners, qui fait plutôt du bon travail chaque année sur les ratios. Aujourd'hui, par exemple, une société qui a un business model de souscription, typiquement une boîte SaaS, prenons l'exemple d'une boîte qui fait de la GMAO, là, un outil de maintenance, par exemple pour les collectivités, ils vendent un abonnement, ils ont géré par exemple l'année dernière 100 000 euros, en fait leur boîte vaudrait, dans les moyennes actuelles de levée de fonds, à peu près 500K. Voilà les chiffres. Je vous ai donné un petit exemple. Alors, on l'a vu, c'est un équilibre. Comment faire pour à la fois avoir le bon montant levé, la bonne valo, etc. Si on n'est pas d'accord avec une valo, par exemple, peut-être qu'on va lever un peu moins pour avoir une dilution un peu plus faible. Peut-être qu'on va essayer de réfléchir à des mécanismes de rétrocession de plus-value, au bénéfice, par exemple, de l'équipe dirigeante. C'est les sujets qui sont possibles. Voilà, la levée. Donc 6 mois, 1 an, et 10 mois dans le Grand Est. Alors, premièrement, si vous décidez de lever des fonds, alors déjà, on passe la phase où vous savez que vous avez un projet à financer, on passe la phase où vous en avez besoin, etc. À partir du moment où vous êtes dit que vous allez devoir lever des fonds, il va falloir créer une data room, c'est-à-dire un endroit où vous allez avoir toute votre documentation. Ça va être vos comptes de résultats, ça va être votre business plan, ça va être une analyse de vos métriques d'usage, par exemple. Si on prend l'exemple de Facebook, ils ont levé sur une métrique très simple qui était le temps d'écran des ados versus la télévision. Grosso modo, les ados avaient délaissé la télévision, on se retrouvait avec des ados à 7 heures par jour, enfin 3 à 5 heures par jour sur Facebook, super métrique. Du coup, eux, ce qu'ils ont vendu, c'est effectivement, par exemple, le nombre de connexions journalières, le nombre de connexions mensuelles, le nombre de contenus consommés ou autres. Et ça, vous devez déjà l'avoir préparé. Alors, non seulement vous devez l'avoir préparé, mais potentiellement, vous devez avoir créé un produit ou un back-office qui vous permette d'extraire ces données pour pouvoir les présenter. Alors, vous avez également le pipe commercial qu'il faudra pouvoir présenter. Est-ce que vous avez, par exemple, vous avez 50 leads plutôt froids
une valeur de 100K à closer dans les 15 prochains mois, des lead shows pour telle valeur. En tout cas, il faudra tous ces documents pour que vous puissiez ensuite aller commencer, entre guillemets, votre roadshow. Lorsque vous avez votre data room de prête, vous allez devoir cibler vos investisseurs. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Le concept, c'était la thèse d'investissement. Donc il va falloir vous renseigner. Alors vous avez bien sûr des tiers de confiance, comme par exemple le Technopôle de l'Aube qui peut vous mettre en relation avec des fonds qui peuvent vous aider, mais vous avez également des leveurs de fonds ou tout simplement des outils comme la BPI avec EuroEquity ou avec par exemple leur équipe de deal flow qui vont vous permettre de pouvoir adresser des fonds en indirect. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faire la liste et de voir avec qui vous voulez bosser, quelle est la thèse d'investissement, vous notez les emails de chacun, tout est trouvable sur Internet, et vous envoyez, votre one-pager. Alors, je dis one-pager, pourquoi? Le but, c'est envoyer un document très synthétique ou un email très synthétique qui montre à quel point ça peut être intéressant de discuter avec vous, qui fait qu'on a envie de vous proposer un rendez-vous de 20 minutes pour ensuite qualifier. C'est ça que vous avez envie de faire. C'est rien. Souvent, je rencontre des entrepreneurs pendant 5 minutes et qui essaient de me dérouler tout leur pitch deck. Mais finalement, je vais oublier la plupart des choses. Son message ne sera pas clair. Et donc, effectivement, il faut adapter son message et son médium à la phase dans laquelle on est. Si on veut juste susciter de l'intérêt, effectivement, un elevator pitch ou alors un one-pager avec les métriques principales, ce que vous faites sur le marché sur lequel vous évoluez, devrait suffire. Et ensuite, effectivement, on partira sur un rendez-vous un peu plus long avec, avec votre slide deck d'une quinzaine, vingtaine de pages. Alors, c'est très bien. Alors, important. Donc on a parlé des documents, il y a l'attitude qui est hyper importante. Il faut être quand même un minimum réactif. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes en levée de fonds. Effectivement, on vous envoie un mail avec des documents, des demandes de documents. Si effectivement vous répondez 3 mois plus tard, comprenez bien qu'il faut qu'on se replonge dans le dossier, etc. Et c'est quand même beaucoup plus compliqué pour nous. Il faut quand même maintenir un certain rythme. Et c'est assez important, maintenir le rythme, comme lorsque vous closez un de vos clients. Il y a un élément qui est aussi important, c'est tout simplement des règles classiques de politesse. Je me suis retrouvé la semaine dernière dans un événement à Paris. Un entrepreneur qui arrive, puis il pose son dossier, et puis il me dit oui, de toute façon, vous n'investissez jamais, etc. Blabla, blabla. Bon, très bien. Effectivement, super approche, super accroche. On a envie de continuer à discuter. Donc faites attention, souvent on n'a qu'une opportunité de pitcher, donc faites attention finalement non seulement au fond mais aussi à la forme. Il faut être coopératif. À un moment donné, vous demandez à quelqu'un de s'intéresser à vous, potentiellement de créer un partenariat de très long terme. Il y aura à un moment donné des informations à discloser et comme on attend également dans une relation de travail classique une certaine transparence, il va falloir instaurer une confiance mutuelle en disclosant un certain nombre d'informations. Et ça, il faut être prêt à le faire. Et puis voilà, soyez prêts à pitcher. N'hésitez pas à vous entraîner avec des copains, à pitcher avec votre cofondateur ou autre. Alors, la levée. Une bonne raison de lever, c'est effectivement avoir un vrai projet de croissance à financer. C'est effectivement vouloir développer de nouvelles fonctionnalités sur son produit, recruter du personnel senior, voire très expérimenté, qui vont apporter finalement ce que vous n'avez pas, parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, une de vos missions, c'est effectivement de savoir vous entourer des compétences que vous n'avez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous levez par exemple avec un fonds d'investissement, en général, l'objectif est que cet investissement permette de générer une croissance à 2 à 3 chiffres annuellement pour que l'affaire, entre guillemets, soit rentable. Et ça, c'est important de le comprendre. Malheureusement, ce n'est pas de la philanthropie. Il y a des fondations qui font de la philanthropie et qui le font très bien, qui font également de la philanthropie sur les startups. Il y a par exemple la fondation First qui fait ça très bien à Strasbourg, il y en a peut-être également ici, mais donc voilà. Il y a des mauvaises raisons de financer, de lever des fonds. Je l'ai vu
trop nombreuses fois. Effectivement, chercher à lever pour combler un trou dans la raquette, un business model qui ne fonctionne pas, un go-to-market qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on voit la trésorerie qui font de jour en jour, et puis on se dit, bon tiens, on va aller lever des fonds. Ça sert à rien. Si vous avez 3 mois devant vous, essayez de remettre votre boîte à flot, remettre des nouveaux process, tester un nouveau business model, parce que on voit 200-300 dossiers par an. On voit quand il y a un problème. Si vous perdez votre temps, restez focus sur votre boîte. Il y a également la question du salaire. Je vois, alors c'est normal qu'un entrepreneur se rémunère pour son juste travail. Malheureusement, je vois trop souvent des decks, ça peut être d'entrepreneurs même qui ont 25 ans, c'est-à-dire qu'ils lèvent des fonds et puis dans l'année 2, ils se mettent 120K annuels alors qu'ils génèrent 100 000 euros de chiffre d'affaires. L'objectif d'un investissement, c'est vraiment la création de valeur. Effectivement, il faut se rémunérer, il faut bien se rémunérer, entre guillemets, il ne faut pas crever la dalle, mais l'objectif, c'est pas non plus de prendre des jets privés ou autres, comme on peut voir dans beaucoup de startups de la Silicon. Alors, en synthèse, parce qu'il reste 10 minutes, à partir du moment où vous levez des fonds, il y a un compte à rebours qui commence. C'est-à-dire que vous avez 5 ans pour donner le maximum de valeur à votre société. C'est aussi accepter qu'à un moment donné, vous restez entre guillemets le capitaine à bord de votre société, mais que vous n'êtes plus le seul. C'est-à-dire que vous avez partagé un peu du pouvoir décisionnel, en tout cas, du moins sur certaines questions stratégiques. Mais ça, il faut le comprendre. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, et je comprends, il y a plein d'entrepreneurs qui ne sont pas prêts à le faire, ne levez pas des fonds. Financez-le vous-même, en bon père de famille, allez chercher du 3-5% de croissance annuelle, il n'y a rien de mal. Mais par contre, si vous levez des fonds effectivement avec un fonds professionnel, il faudra accepter de perdre peut-être un peu de pouvoir, un peu de liberté. Il faudra également accepter de devoir des comptes, devoir d'informations. Alors ça, c'est les côtés qui peuvent être embêtants pour beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, on est sur une industrie quand même qui a réussi à générer beaucoup de création d'emplois et de belles success stories. On espère que ça sera, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront trouver ce succès. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions, si vous en avez. Il y a plein de thèmes qui ont été abordés. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je ne sais pas si, non, si le micro fonctionne. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation qui était synthétique. Je crois qu'on a balayé l'essentiel des sujets. Je crois qu'on a aussi un peu démystifié ce process de levée de fonds. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces infos que tu nous as communiquées. Effectivement, la presse pourra être transmise par mail. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions à chaud. Ouais. Alors, on est secteur agnostique. Aujourd'hui, on est 5 investisseurs sur la branche startup, avec pour le coup chacun un pôle d'expertise. On a 2 personnes sur la santé, donc medtech, biotech. On a une personne sur tout ce qui va être entre guillemets transition énergétique, clean tech, sciences des matériaux. Et moi, pour le coup, qui vais m'occuper du digital. On fait, ouais. En gros, ce qu'on ne fait pas, tout ce qui a trait au sexe, aux drogues et aux armes. Ça laisse un champ des possibles élevé, c'est bien. Voilà. Tu as une question? C'est ça? D'accord. Moi, je m'occupe surtout de la partie entrepreneuriat étudiante. J'en vois tout le temps, tous les jours presque, qui me demandent de l'argent. Leur première volonté, c'est des fois de lever des fonds tout le temps. Ça me saoule. J'arrête pas de leur dire que je pense qu'il faut être focus pour trouver ses premiers clients avant de devoir lever des fonds. Est-ce que je leur donne le bon conseil ou pas? Je vais avoir des problèmes si je réponds autre chose. Non, mais tu as absolument raison. Aujourd'hui, une personne qui peut se permettre de ne pas avoir de clients, c'est-à-dire ne pas avoir démontré
qui avait un product market fit sur son marché, c'est effectivement pour le coup des repeat entrepreneurs, typiquement Loïc Soubérou qui a fait Tease, super bel exit, qui ensuite a créé Swile. Il a pu lever sur un deck. Mais voilà, parce qu'en fait, il avait déjà démontré qu'il avait les capacités d'exécution, capacité de création de valeur également. Aujourd'hui, non. On dit tout le temps que cash is king, mais client is king. Ce qui démontre à un moment donné que vous avez un produit pertinent, c'est le fait que des clients aient la volonté et même soient heureux de vous faire un chèque pour utiliser votre solution. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, lever des fonds, c'est un moyen pour aller plus vite, mais c'est en aucun cas une finalité. Et c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on ne valorise les entreprises que sur les montants levés, sur les valos, qui en fait ne veut rien dire. Hein. La vraie question, pour moi, la vraie question, c'est combien de chiffres d'affaires tu génères, avec combien de moyens, est-ce que tu es rentable, est-ce que tu crées de l'emploi. Ça, c'est important, ça a de la valeur. On est très poli. Merci pour la présentation, c'était assez clair. Est-ce qu'il y a en parlant justement de valorisation, est-ce qu'il y a une méthode de valorisation que vous préconisez par rapport aux autres? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors sur cette classe d'actifs, c'est un peu compliqué. Si vous êtes sur une société mature qui va effectivement dégager de la rentabilité, vous allez pouvoir avoir la méthode des multiples, le DCF, etc. si vous avez des flux. Aujourd'hui, on est plutôt sur un juste équilibre entre une dilution du capital, un montant levé, et c'est comme ça que vous obtenez une valorisation. Avec bien sûr, le montant levé doit être backé aussi avec ce que vous avez réalisé en termes de métriques, de chiffre d'affaires, d'ARR, de MRR, etc. Voilà. Pourquoi on parle de la dilution? Aujourd'hui, on est sur du CID, on est sur des dilutions entre 20 et 30%, plutôt aux alentours de 30% aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a tendance à acheter plus cher les sociétés que ce qu'elles valent, parce que si on achetait au vrai prix, c'est-à-dire au prix de marché et de cession, on achèterait 99,9% de la société. Notre job, c'est d'être actionnaire minoritaire dans une entreprise. Notre profonde conviction, c'est qu'on adhère à la vision de l'entrepreneur et on l'aide à réaliser son plan. Donc, on ne va pas se substituer à lui. Et donc, si vous voulez, il y a une certaine règle qui veut qu'on prend 25 à 30% pour lui permettre d'avoir encore assez de capital, pour lui permettre de pouvoir lever des tours successifs s'il en a besoin. Tu n'auras pas de multiple, il ne va pas donner sa formule secrète ce soir. Hein. Mais par contre, si tu veux regarder, pour le coup, les moyennes, mais avec la médiane, le minimum et le maximum de ce qui se pratique aujourd'hui en termes de levée de fonds, tu l'as dans ce document. Et tu vois, un exemple qui est très, très marquant. Aujourd'hui, on a dit tout à l'heure, une boîte SaaS va lever à peu près sur 5 fois son ARR, voire son last 12 months. Aujourd'hui, une personne qui va racheter cette même société va te racheter plutôt aux alentours de 1,5, 2 fois. Maximum. Voilà. C'est ça, parce qu'il y a aussi un momentum, tu n'en as pas forcément parlé, mais c'est vrai que la saison, c'était dans les annexes. Tu vois, par exemple, on parle tout le temps des boîtes, j'ai levé 10 millions, 20 millions. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'exit moyen est à 20 millions d'euros en France sur le dernier trimestre. Il a été de 15 millions le trimestre d'avant, 20 millions avant. Donc voilà, la majeure partie des boîtes, aujourd'hui, sont cédées aux alentours des 20 millions d'euros. Voilà, ça laisse réfléchir comparativement au montant levé. Alors on peut penser à Miro, on peut penser en ce moment notamment Luco qui a levé des sommes astronomiques et qui finalement, ou tout simplement Litchi qui a dû lever quasiment 50-70 millions d'euros et qui a été racheté à 500 000 euros à 90% pour ses stocks. Merci pour la presse. Question sur le coût final de la levée, entre guillemets. Alors, il y a les success fees, il y a j'imagine beaucoup de frais intermédiaires. Est-ce que tu saurais donner une moyenne de la règle de sortie, ou j'imagine que c'est sur mesure pour chaque deal, mais concrètement, quel est le coût final de l'opération? Quel est le multiple qui est demandé?
les conditions de sortie financières, en moyenne. Est-ce que tu peux... Demain, tu prends 30% Oui, ok. et dans une structure, en mettant, je sais pas, 1 million, Ouais. quelles sont les attentes du fonds Ah, en ok, termes de très bien. rentabilité à la fin? En termes de TRI, l'industrie va chercher du 15% annuel, ce qui fait que potentiellement tu vas vouloir faire un x2 à x3 à 3 ans. Et donc en général, tu vas tabler sur un multiple de 5. Il faut que la startup puisse te faire un multiple de 5 parce que tu sais que malheureusement, tu as aussi de très bons poulains qui vont tomber et qui font que en fait, tu vas te retrouver avec potentiellement un x3 à 7 ans. On fait dans l'ordre. Vas-y, Christelle. Dans le micro, j'ai vu que vous aviez une contrainte sur la taille minimum du premier fonds au capital de Ouais. 250 Ouais. 000 euros. Ça exclut les fonds régionaux type Carvest, Ouais, les fonds mais partenaires. et vous avez raison, et c'est dans la même lignée que votre commentaire tout à l'heure. C'est un règlement qui est dicté par la BPI, justement, qui est fait pour que les fonds d'investissement prennent aussi des risques et ne financent pas que les boîtes qui ont déjà été financées, pour effectivement laisser sa chance à une autre start-up et s'aimer un peu plus. Je me demandais du coup là, avec les tickets moyens dont vous parliez et le fait que vous soyez plutôt sur des précis, des seeds, est-ce que ça vous arrive d'être lead invest ou d'être seul investisseur? Ouais, c'est une bonne question. Ça peut faire partie de la thèse d'investissement, par exemple, de savoir si on va être lead ou follower. Euh, Moi, je pars du principe que quand j'ai une conviction sur une boîte forte, euh, j'ai envie de m'exposer au maximum. Alors effectivement, il y a des contraintes. C'est-à-dire que typiquement, si je regarde ce que j'ai fait chez M Capital, 60% de mon portefeuille on a dû les refinancer pendant la période de Covid, parce que gèlent des budgets de leurs clients, etc. Si effectivement je suis le seul, c'est-à-dire que je suis le seul à être responsable de pouvoir refournir de l'argent. Et si c'est une boîte qui a beaucoup de besoins, peut-être que je vais me dire, ok, ce deal-là, j'ai envie de m'exposer, mais je vais peut-être le partager un peu plus avec quelqu'un, notamment pour les moments qui vont être un peu plus compliqués. Ça rejoint la capacité de réinvestissement. Alors, c'est bien sûr la capacité de réinvestissement lorsque tout va bien lors d'une série successive, mais également lorsque c'est un peu plus compliqué. Oui. J'avais ma question. Dans le cadre de la valorisation, est-ce que vous prenez en compte d'éventuels BSR qui auraient été signés avant? Enfin, par exemple, on fait appel à vous, il y a une campagne de BSR qui a déjà été réussie et contractuellement, on s'est entendu par exemple sur une valorisation de X millions. Est-ce que vous êtes sensible à cette valorisation ou est-ce qu'il faut en plus la... Alors, en principe, tu t'es pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le BSR est un moyen de financement euh, sans avoir à prendre la peine de discuter de points qui peuvent être bloquants. Grosso modo, vous dites, je te donne de l'argent, je ne fixe aucune condition, ça sera une personne plus tard qui fixera les conditions. Euh, alors, ce que tu as convenu en fait avec un BA par exemple, moi ça m'importe peu en fait que tu lui aies promis telle ou telle valeur. Moi, je te présenterai la valeur que je considère. Si maintenant, effectivement, c'est hors du cadre, tu me diras, écoute, Victor, il n'y a pas matière à avancer, j'ai mes actionnaires qui vont potentiellement bloquer, je ne vais pas commencer à créer des problèmes de gouvernance. Et à ce moment-là, on n'ira pas. Mais je ne vais pas me baser sur quelqu'un dont ce n'est pas le métier, notamment, pour faire une offre. Merci aussi pour la présentation. La question, c'est les conditions de sortie. Donc, j'ai bien compris que l'idée, c'est que quand il y a un investisseur qui rentre, c'est pour une durée déterminée. On est déjà d'accord sur le fait que ça va être sur une durée de 3 à 7 ans. Comment on doit préparer en amont? Parce que j'imagine que dans un monde idéal, il faut l'avoir déjà en tête, les éléments qui vont permettre au fonds d'investissement de sortir. Comment ça se présente? Comment ça se travaille? À quel moment ça se présente? Alors, il y a plusieurs outils. Il y a effectivement ce que tu mets au quotidien d'un point de vue opérationnel et il y a l'outil juridique, c'est-à-dire que, par exemple, dans le juridique, tu vas mettre des clauses de rendez-vous à 5 ans, ce qui veut dire que toi, en tant que chef d'entreprise, à 5 ans, tu vas devoir mandater une banque d'affaires pour créer de la liquidité. Ensuite, tu as également une clause de rendez-vous renforcée
si ça n'a pas été fait dans les 12 mois. Et au quotidien, comment ça se travaille? En général, si tu veux maximiser, par exemple, ta valeur de sortie, il ne faut pas que tu sois dans le rouge. Donc l'objectif, c'est, on va plutôt aller chercher des objectifs de rentabilité plutôt que de croissance pour faire en sorte que, ça s'est vu, hein, ça s'est vu dans des processus d'exit, des boîtes, des racheteurs qui font traîner l'opération pour que tu coules et te racheter potentiellement à la barre à 1 euro symbolique. Donc l'objectif, c'est de te protéger et d'être à l'équilibre. Merci pour la présentation. De rien. J'ai bien aimé du coup le moment où on découvre le process de votre point de vue. Ouais. Et je vois que tout commence par un premier message de votre part. Ma question, elle est naïve, bien sûr. Quand on reçoit plusieurs messages, et souvent de ce point de vue-là, des invests qui veulent faire leur activité, est-ce que ça existe un invest malveillant? Je pense que dans n'importe quelle profession, tu trouveras des personnes malveillantes. Oui. Pas dans cette salle. Pas Ouais. dans cette salle. Je ne saurais pas comment répondre à ta question, je suis désolé. C'est vrai que vous parliez des fonds toxiques, et en tout cas, vous avez trouvé des gens non toxiques. Alors, fonds toxiques, j'entendais pas, je vais rephraser. Potentiellement une personne qui va être trop insistante, qui va vouloir faire par exemple des contrôles fric, en gros, si tu veux. Je discutais avec un entrepreneur qui a levé 2 tours. Aujourd'hui, il passe 30% de son temps à transmettre de l'information, à déjeuner avec tous ses actionnaires passés, parce que justement, il n'y a pas de gouvernance entre eux. Ils auraient pu, par exemple, être logés dans une SPV ou dans comme le font certains groupes de BA. Mais là, chacun y met de son grain pour avoir des informations. Et là, c'est impossible. Tu ne peux plus gérer ta boîte. Et ça, typiquement, il faut l'insérer dès le début. Alors, tu peux passer bien sûr par le juridique en disant que, par exemple, tu vas avoir un droit d'information qui va faire en sorte que tu vas recevoir tous les 2 mois ou tous les mois telle et telle information, que tu vas devoir en physique tous les 2 mois, et ensuite faire en sorte que la gouvernance soit très bien organisée pour éviter de tomber dans cet écueil. Ça arrive malheureusement trop souvent. Mais en général, c'est comme même une relation personnelle. On a toujours des éléments qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Donc il y a effectivement des décisions très cartésiennes, mais effectivement, de temps en temps, le feeling va être important parce que, pour le coup, tu vas être amené à travailler avec un investisseur qui aura bien sûr les couleurs, le maillot d'un Capital Grand Est ou autre, mais c'est vraiment, est-ce que tu dois travailler avec la personne? C'est ça qui va être important. On en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les bonnes raisons d'investir ou d'ouvrir son capital. C'est vrai que si on n'est pas prêt à travailler avec la personne, ça va dans les deux sens en fait. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Non ? De toute façon, on va pouvoir aussi discuter après autour d'un verre. Merci. Quelques éléments d'information. Pour que vous le sachiez, le prochain AfterTech aura lieu le 13 décembre. Ce sera en partenariat avec la Caisse d'épargne, qui est notre partenaire au quotidien aussi. Et donc ce sera sur la partie protection du patrimoine du dirigeant. Donc voilà, ce sera une soirée avec la Caisse d'épargne et des gestionnaires de patrimoine. Donc le 13 décembre 18h30. Suivre nos actualités évidemment sur les différents réseaux sociaux. Et comme à chaque fois, un petit questionnaire de satisfaction, c'est important pour nous. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour le compléter, ça nous permet aussi de nous améliorer de session en session. Je vais vous demander, s'il vous plaît, des applaudissements pour Victor, qui, je crois, merci beaucoup. Très bien présenté le sujet. Je vous propose qu'on se retrouve dans le cowork maintenant pour boire un verre et puis continuer les échanges. Merci beaucoup.